Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. Cet épisode va être un épisode un peu spécial parce que je l'ai créé en partie du coup dans le cadre du podcaston 2026 pour ceux qui ont pu voir mes stories sur les réseaux sociaux. Alors du coup, pour ceux qui se demandent ce que c'est, le podcaston, c'est une initiative internationale pendant laquelle des podcasteurs du monde entier en fait vont consacrer un épisode à une association qui leur tient à cœur. Donc ça permet en fait d'utiliser la force du podcast pour donner de la visibilité à des causes importantes, faire connaître des associations, faire connaître les podcasts aussi et permettre à certaines personnes, du coup, de découvrir des ressources qui pourraient les aider et parfois aussi de récolter des dons pour ces associations en question. Donc l'association que je vais dans une première partie vous présenter avant de passer du coup à la suite du podcast, bah, elle me tient particulièrement à cœur. Donc, quand on vit avec, des douleurs intimes, on peut parfois avoir vite l'impression d'être seul, d'être incomprise ou encore d'être invisible, d'où le but du podcast à la base. Et c'est vrai qu'on en parle peu, je dirais pas non pas parce que c'est rare, mais parce qu'il y a toujours un peu cette espèce de gêne injustifiée autour du sujet. Et c'est précisément pour briser cet isolement qu'il y a des associations comme les Clés de Vénus, donc celle que je vais vous présenter aujourd'hui, qui existent. Et c'est vrai que ça me tient à cœur de participer à cet événement, notamment parce que c'est l'occasion de parler de nouveau, bah, des douleurs intimes, hein. Encore une fois, on est, toujours sur le même thème sur ce podcast, mais aussi, bah, du coup, de mettre, en lumière de manière plus ou moins forte une association qui puisse tendre la main, aux souffrantes, tout simplement. Et puis je pense que vous l'aurez compris, ça me touche aussi personnellement, puisque pour rappel, on m'a diagnostiqué une hypersensibilité pelvienne après des années de douleurs pelviennes et d'errance médicale, histoire de remettre un peu de contexte pour ceux qui viendraient de rentrer, dans la famille. Donc comme je disais, dans une première partie, je vais vous parler de l'association et de l'impact, en fait, qu'elle a eu sur moi, comment je l'ai découverte, qu'est-ce qu'elle vous propose et je vous parlerai ensuite de l'impact, des douleurs intimes sur la sexualité, du point de vue de mon expérience, bien évidemment, et des réflexions que j'ai pu me faire. Donc les Clés de Vénus, pour commencer du coup par ça, c'est une association de patientes, donc attention, il n'y a pas de personnel médical au sein de l'association. Ce ne sont que, des personnes qui ont connu, des souffrants ou des souffrantes ou qui sont eux-mêmes, qui subissent eux-mêmes ce genre de problème quotidien. Donc ça a été créé pour réduire les tabous qui entourent les douleurs sexuelles féminines, ainsi que pour aider les femmes et leurs partenaires, du coup, dans leur parcours de guérison, tout simplement. Ça a été créé en 2009. Donc l'association, dans un premier temps, elle va avoir un but qui va être informatif. Donc sur leur site, et d'ailleurs ça va être un peu la même chose sur leur Facebook, il y a des explications sur les différents troubles de la sexualité, que ça soit le vaginisme, hein, donc la contraction des muscles involontaires du périnée, la vestibulodynie, donc c'est quand on va avoir souvent des petites lésions au niveau du vestibule, donc ce qu'il y a avant le vagin, l'entrée du vagin, et du coup à chaque fois qu'il y a un contact en fait ça va brûler, ça va faire mal. Toutes sortes de choses, en fait ça s'appelle des dyspareunies. Donc tout ce qui touche aux douleurs liées à la sexualité s'appelle des dyspareunies. Donc vous allez trouver des schémas, des explications, des conseils, des exercices, tout un tas de ressources. Et ça, c'est non exhaustif, je le rappelle, parce que tout se fait sur la base de témoignages qui vont aider à justement alimenter ces ressources et ce catalogue. Et c'est d'ailleurs ça que je trouve particulièrement intéressant, c'est le partage des histoires et des malheurs qui va permettre d'aider les femmes entre elles. Et en fait, c'est juste de la cohésion. Et sur la même idée, il y a aussi des conférences, des rencontres entre femmes qui souffrent de dyspareunie, notamment via un groupe privé sur Facebook et qui est du coup accessible que par les adhérentes. Et ces dernières bénéficient aussi d'un plus grand accès à des ressources, en fait, globalement. C'est une manière, en fait, de procéder, à des dons. Donc, payez et vous bénéficiez en échange d'un peu plus de contenu. Et il y a une chose que j'ai trouvée particulièrement utile, parce que pour la petite histoire, j'étais partie voir une première sage-femme qui m'avait, du coup, diagnostiqué faussement une vestibulodynie. Et elle m'avait écrit sur le post-it: «Ah bah, va voir les Clés de Vénus, tu verras un annuaire et essaye de trouver, des sexologues, des kinés, ce genre de choses». Et en fait, j'ai trouvé une première kiné dans la ville dans laquelle je faisais mes études à la base, parce que j'ai changé entre-temps, grâce, à cet annuaire.
et en fait, ce sont que les femmes qui recommandent à d'autres femmes des professionnels qu'elles ont testés et appréciés. Attention, c'est du coup un annuaire collaboratif, donc chaque femme ajoute un peu son grain de sel et sa brique dans toute cette construction, ce qui a du coup ses avantages et ses inconvénients. Donc c'est encore une fois non exhaustif. Forcément, un professionnel de santé va plaire à quelqu'un qui ne va pas plaire à un autre. Et Dieu sait que c'est compliqué de trouver des spécialistes qui vous écoutent, qui savent aussi. Il y a aussi énormément de violences gynécologiques. Donc ça vaut ce que ça vaut. Mais je trouve qu'encore une fois, ça ajoute de la légitimité à aller voir une personne en particulier. Je trouve que ça fait moins peur, tout simplement. Et ça fait un peu l'effet, vous savez, j'ai été conseillée par des copines. Moi, j'ai trouvé que ça faisait un peu oh bah, je suis pas toute seule, j'avais testé celle-là, tiens, elle a l'air sympa, elle a été recommandée par quelqu'un, voilà, j'aime beaucoup. Il y a une phrase sur le site que vous pouvez du coup aller voir: «Elle vit pour et grâce aux femmes concernées par ces maux» et je trouve que, bah, en fait, c'est très représentatif et dans en fait, les conseils de personnes ayant souffert de la même chose que nous ont inconsciemment, en fait, plus d'impact parce que, peut-être toujours inconsciemment, on va les trouver plus légitimes d'en parler. Ça fait encore une fois l'effet, on est tous dans le même bateau, ou voilà, on conseille entre copines, chit-chat make-up, vous voyez? C'est bon. Donc ouais, les Clés de Vénus, c'est une association, qui promeut, de l'information, de la sensibilisation, des ressources, de l'entraide et c'est vrai que parfois il en manque, donc ça fait du bien, ça permet de se sentir moins seul et de poser, en fait, une par une des pierres qui feront qu'un jour le tabou sur les dyspareunie sera levé et l'accès aux soins facilité. J'espère en tout cas. Et aujourd'hui, c'est vrai que je trouve qu'on a vraiment besoin de ces espaces sûrs, d'élargir et de faciliter cet accès à l'information, là où les douleurs féminines et intimes sont encore, en fait, sont encore beaucoup trop minimisées. C'est dramatique. C'est, je pense, un réel enjeu collectif, donc merci, en fait, à ces associations d'exister et je peux que vous recommander d'aller jeter un œil sur leur site internet. Il est très intuitif. Vous pouvez aller explorer les ressources et pourquoi pas adhérer à l'association pour soutenir leur travail, voire témoigner de votre parcours pour aider d'autres femmes dans le même cas que vous. Pourquoi pas? Donc voilà pour la petite présentation de l'association qu'aujourd'hui je représente dans le cadre du podcaston. J'avais envie de continuer cette discussion en parlant de sexualité et plus précisément de confiance en soi dans la sexualité, notamment parce que lorsqu'on souffre bah, de dyspareunie, c'est un peu le gros sujet. Alors, je pense que vous l'aurez remarqué pour ceux qui ont écouté les épisodes précédents, mais ça rejoint du coup l'épisode dans lequel j'évoquais la confiance en soi lorsqu'on a des douleurs chroniques gynécologiques, mais dans le cadre vraiment personnel, donc de la personnalité en soi, plutôt que la confiance en soi sexuelle en elle-même, dans la pratique, si je puis dire, dans la pratique du coït en lui-même. Pour faire court, pour ceux qui n'ont pas du coup écouté les premiers épisodes, quand mes douleurs ont commencé, je n'avais jamais eu de rapport sexuel, donc je n'avais jamais connu auparavant de vie sexuelle active sans douleur. Et donc, en fait, j'avais toujours l'impression de devoir donner le maximum de ce que je pouvais ou du coup de ce que je devais. Je pense que parce que du coup je me sentais moins légitime, je ne me sentais en fait pas assez douée dans ce que je faisais. Je vais essayer d'être plus claire parce que je pense que c'est un peu catastrophique. J'ai vraiment mes notes qui sont listées, du coup c'est un peu compliqué de parfois développer dessus en étant extrêmement claire. Du coup, pour être plus claire, en fait, je pouvais que faire des préliminaires. Alors, à un moment donné, tu deviens un peu expert dans ton domaine normalement. Malgré tout, ça m'a pas empêché de douter de mes compétences parce que je pensais que parce que je ne pouvais pas donner plus, je devais être absolument super forte en fellation, par exemple. Même en sachant que chaque personne est différente, etc., hein, donc ce qui va marcher pour un mec ou une meuf va pas forcément marcher pour un autre mec ou une autre meuf. Enfin, c'est évident, mais enfin, et je sais que c'est censé être normal, mais encore une fois, ce n'est pas le cas pour toutes celles d'entre vous, je pense. J'ai eu la chance pourtant d'être tombée sur 90% du temps des hommes absolument compréhensifs sur le sujet, sauf un, grosso modo, mais j'ai déjà évoqué. Et il y en a qui faisaient de la route pour venir me voir et tout, alors qu'ils savaient à quoi ils s'attendaient. Je veux dire, c'est des gens que je fréquentais régulièrement, mais ils voulaient juste faire de la route pour passer du temps et fricoter, quoi. Mais je pense que cette idée elle vient globalement de moi et de la société en elle-même pour le coup et non pas des fréquentations individuelles.
que j'ai connues. Ça vient pas de chaque mec que j'ai rencontré, cette idée comme quoi que j'étais pas légitime, de donner et que c'était jamais suffisant. Et je pense que ça a été vraiment inculqué dans la mentalité des gens en général, comme quoi un rapport doit être complet, sinon en fait ça compte pas. Donc en mode, si demain toi tu as sucé un mec en coin de la rue, il est pas censé compter dans le body count, tu vois? Alors que bah, en vrai c'est du sexe, tu vois? Genre je sais pas pourquoi les gens ils pensent comme ça, mais je pense que ça fait un peu le côté sinon monsieur n'est pas satisfait, alors que bon la plupart du temps en fait les femmes elles finissent jamais. Du coup ça me fait un peu rire le truc de: «Ah, monsieur n'est pas satisfait», mais quand est-ce qu'on l'est finalement? Quand est-ce qu'on l'est? Mais encore une fois, je pense que c'est purement sociétal plus qu'individuel, en tout cas selon moi. Et à vrai dire, on en parle de plus en plus, certes, mais à l'époque, je trouvais pas beaucoup de ressources sur ce que je pouvais faire à la place et ce que je pouvais essayer et ce que je pouvais en fait faire d'autre pour faire plaisir à mon partenaire et moi sans que ça soit en fait toujours redondant et que ça soit toujours la même chose. Enfin, comment, en fait, le sujet c'était vraiment comment donner toujours plus et plus pour ne pas paraître moins ou en fait plus nul. Et je ne trouvais pas en fait ces ressources-là. Et je pense aussi que ça s'amplifie par le fait que la sexualité implique un regard extérieur, donc celui du partenaire. Donc en fait, tu as une espèce de peur de décevoir et cette pression sociale qui aggrave en fait la perte de confiance en soi. Et j'ai jamais eu beaucoup de mal à exprimer ma douleur parce qu'elle était très aiguë, hein, donc vraiment c'est vraiment le hyper fort, genre, mais comme si on vous pinçait. Mais parfois quand je sentais qu'elle venait, que ça commençait à être difficile, en fait je prenais sur moi et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, comme si en fait on était responsable, du plaisir et du désir de l'autre. Ce qui en soi est le cas, mais on est responsable du nôtre, de celui de l'autre et il en est de même pour notre partenaire. C'est un truc qui se fait à 2, donc en fait c'est à double responsabilité et à double on donne et double on prend, quoi. Et je dirais que cette espèce de faiblesse et cette perte de confiance allait jusqu'à ce que, en fait, j'appréhende de ramener un mec chez moi en rentrant du bar parce que je savais à un moment donné que j'allais devoir annoncer que j'avais des douleurs et je me sentais pas assez confiante dans ce que je pouvais offrir et recevoir, vis-à-vis de mon partenaire. Mais aujourd'hui, c'est moins le cas, par exemple, parce que, je sais que en soi, je peux faire ce que je veux. Si j'ai envie d'aller plus loin, je vais plus loin. Si j'ai envie que de faire des préliminaires, je fais que des préliminaires et même si j'ai envie de m'arrêter en plein milieu, je m'arrête en plein milieu. Mais j'appréhende beaucoup moins, je me sens beaucoup plus affirmée dans ce que je veux, en fait, et dans ce que je peux donner. Et c'est vraiment très, très pour le coup. Et c'est vrai que quand la sexualité, en fait, devient associée à la douleur, ça devient juste un espace, non plus de plaisir, mais juste de doute et de peur. C'est globalement ça. Et ça change, en tout cas, ça a été mon cas, ça change complètement la manière dont, on vit le désir et ça, je m'en suis rendu compte il y a peu de temps. C'est un désir qui devient purement narcissique et plus du plaisir en lui-même. C'est un enjeu, d'ego et je vais vous raconter un peu comment je me suis rendu compte de ça, parce qu'il s'est passé un truc il y a quelques jours. D'où la raison pour laquelle je voulais absolument adresser ce sujet dans ce podcast et dans cet épisode. Donc dès qu'en fait j'ai pu avoir des rapports pénétratifs sans douleur, j'ai commencé à développer une vie intime plutôt très occupée, si je puis dire. Et je me suis rendu compte avec le temps que je m'en servais pour en fait construire ma confiance intime d'une ouais, d'une certaine manière, je dirais. Je pense qu'il y a énormément de fois où j'ai couché avec des garçons, non pas parce que je les désirais outre mesure, même ils étaient très beaux, ou très gentils ou très drôles, peu importe, mais parce que j'avais l'impression que je devais le faire pour en fait me prouver que maintenant, je pouvais faire ce que je voulais avec mon corps et que j'étais légitime de pouvoir demander ce que je voulais. Sauf qu'en général, quand on doit prouver quelque chose à soi-même ou autre d'ailleurs à d'autres gens, c'est souvent qu'il y a une lacune, quelque part, une petite lacune de confiance. En fait, je me suis rendu compte que je me suis parfois souvent forcée. Je sentais que j'en avais pas franchement le désir physique en tant que tel. Je savais que c'était pas purement du «ce mec, je le trouve beau, ça me chatouille entre jambes, j'ai envie de lui sauter dessus», quoi. Après, attention, j'ai bien dit que je m'étais forcée. On ne m'a jamais, forcée. Je veux pas me faire mal comprendre. Je sais avec qui, je sais qui j'ai fréquenté et je sais que toutes les fois où il y a des choses que j'ai quand même, été capable de refuser, ça s'est très bien passé et voilà, qu'on soit bien clair, ça n'a été que, ma responsabilité. Je connais mes partenaires, si j'avais dit non, ça aurait été non. Les fois où c'est arrivé, ça a été non. Voilà, c'est la responsabilité dans ce cas, ce n'est que la mienne et le fruit de l'ignorance que j'accordais à mes émotions et mes sensations. Voilà tout. Je veux pas banaliser, quoi que ce soit, je pense que vous m'avez compris. Actuellement, du coup, pour revenir, à mes moutons,
je suis vraiment au fin fond de la Nouvelle-Zélande, donc je ne fréquente personne. Mais vraiment, je suis dans le fin fond de la Nouvelle-Zélande. Et j'en parlerai dans un autre épisode parce que j'ai un gros coup de gueule à lâcher sur un mec que j'ai date qui expliquerait un peu cela, mais bref, j'ai fait un burn-out de la testostérone. Mais ça, c'est pour un autre épisode. Patience, patience. Je suis morte, j'ai fait une cure. Sauf que, bon, bien sûr, nous ne sommes jamais tranquilles malgré tout ça, et l'univers aime bien me tester. Et figurez-vous qu'une soirée entre saisonniers, j'ai rencontré un Maori très sympa, mais alors pas du tout mon style physiquement. Et puis bon, trop bavard à mon goût, trop regardez, je me suis tapé elle, et puis je vais me taper elle, et puis j'ai réussi à me taper elle. Enfin, m'as-tu vu au possible? Et il m'a DM et il a commencé à me dragouiller gentiment, mais bon, les allusions étaient fortes et je les ai comprises, quoi. Puis, quelle surprise, j'entends mon ego toquer à ma porte. Et j'ai eu envie de rentrer dans son jeu et en fait, je suis un peu d'un coup revenue à moi-même. Et c'est là qu'on voit le bénéfice de cette cure de testostérone finalement. Et je me suis dit: «Mais est-ce que j'en ai vraiment envie?» Et en fait, bah non, pas du tout, parce qu'il me plaisait pas du tout. Je me suis dit: «Mais en fait, enfin, il me plaît pas, j'ai la flemme, je veux plus, je veux pas», en fait, tout simplement. Et j'ai été surprise de la vitesse à laquelle j'ai pris conscience de mes sensations internes. Mais bon, vous vous doutez, l'histoire ne s'arrête pas là, ce serait un peu facile. L'autre jour, il y a un client qui m'a vraiment bien plu, on a très, très bien parlé et cetera. Et je pense que pour la première fois depuis ma prise de conscience, donc il s'est passé du temps, hein, à chaque fois, hein, j'ai ressenti un désir qui était vraiment purement animal, de fréquenter, ce jeune homme. Il était très charmant, très mignon, enfin, il avait tout pour lui. Et j'ai pas du tout eu l'appréhension de dire ce que je voulais ou ce que je voulais pas durant notre partie, notre partie de jeu, notre j'étais vraiment totalement, à l'aise avec le fait, de dire voilà, je préfère, quand tu fais ça, j'aime pas quand tu fais ça, j'aimerais bien que tu fasses ça et pas ça. En fait, je me suis sentie en totale adéquation avec moi-même et je pense que ça fait très longtemps que ça m'était pas arrivé. J'ai vraiment, en fait, senti ce changement de programmation dans ma tête et ma conscience. Alors, je regrette absolument rien de ce que j'ai fait avant, bien sûr, j'ai kiffé, mais ça fait du bien de se rendre compte de pourquoi on fait certaines choses. Enfin, je veux dire, je savais pourquoi je faisais certaines choses avant, mais je trouve que, c'est intéressant de se voir que malgré tout ce qui s'est passé vis-à-vis de ma gynécologie de manière générale, et j'ai eu besoin de rattraper avec mon ego et en fait, bah, en moins d'un an, ça s'est un peu bah, il y a eu des changements en fait quand même dans la perception de mon corps, dans la perception de la sexualité, dans ma perception de la confiance en moi, dans mon désir. Et je remarque qu'il y a en effet, un changement dans ce parcours. Je trouve que c'est toujours bien de l'admettre, hein, voilà tout. Enfin, je savais que parfois il y avait un truc qui clochait dans mon désir, j'étais en mode: «Bah, j'ai envie, mais je suis pas sûre de savoir pourquoi j'ai envie». Et j'ai un peu l'impression du coup d'avoir décoincé quelque chose. J'ai enfin posé le doigt sur le «problème» entre guillemets qui n'en est pas vraiment un, enfin, il n'en est pas vraiment un. Encore une fois, je regrette rien et cetera. Mais je suis assez contente parce que je me dis que sur long terme, ça va me permettre de prendre, mes distances sur cet aspect de confiance en soi dans la sexualité. En fait, je me dis que c'est assez intéressant de voir que ça soigne des choses et que je vais peut-être moins ressentir le besoin de devoir plaire et de devoir faire et du coup de plus vouloir plaire et vouloir faire. Je sais pas si vous différenciez la connotation? Mais pour, revenir, encore une fois à nos moutons, beaucoup de moutons, mais en même temps je suis en Nouvelle-Zélande donc ça se tient. J'ai l'impression que quand on a une intimité douloureuse, le corps il répond juste plus à ce que la sexualité devrait être et le «devrait être» il est vraiment entre guillemets. Et c'est aussi pour ça que ça bloque. Enfin, selon moi, encore une fois, je suis pas sexologue, je le rappelle, j'ai pas fait de grandes études sur les comportements sexuels des uns et des autres. Et c'est notamment, du coup, là que pour moi, elle a commencé à être très contrôlée. Et du coup, pour rejoindre l'épisode précédent, j'ai voulu contrôler tout ce qui avait un lien avec mon corps, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce qu'il y a cette injonction de ça devrait être comme ça. Et je sais qu'on dit souvent que, et moi la première, hein, et après je m'arrêterai ici, promis, j'arrête de parler. Je sais qu'on dit souvent que pour prendre confiance en sa sexualité, lorsqu'on souffre de douleurs gynécologiques, il faut, sortir du sexe pénétratif, sortir l'idée selon laquelle une sexualité réussie n'est que tournée autour de la pénétration, ce qui est une première chose, hein. Mais en fait, je trouve que parfois, on met trop le focus sur ça, alors qu'en fait la question c'est peut-être pas comment
avoir une sexualité, en tout cas pas seulement, mais plutôt comment se sentir légitime d'en avoir une. Encore une fois, là, je trouve qu'il y a une différence entre, parce qu'avoir une sexualité, c'est un fait. Moi, j'en ai eu une alors que même si je faisais pas de sexe pénétratif en soi, j'en avais une de sexualité, mais en fait, pour autant, je me sentais absolument pas légitime et je trouve que le problème, il est pas toujours très bien posé ou en tout cas, juste résumer ce problème de confiance en soi à, comment avoir une sexualité, c'est quand même un peu réduit. Je pense que, la légitimité, en fait, elle devrait être beaucoup plus prise en compte dans, ce dilemme et du coup, en fait, enfin, ça complique vachement les choses et c'est là qu'on voit que, en effet, c'est plus compliqué que ce que l'on pense, quoi. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai beaucoup, beaucoup parlé, enfin, j'ai l'impression d'avoir parlé pendant 10 ans. Mais voilà, je pense que je reviendrai dessus, quand, bah, tout simplement, j'aurai, réappris des choses sur, en tout cas, moi, qui peut-être pourront parler à d'autres. Pour l'instant, c'est un peu là où ma révélation, s'est arrêtée. J'espère que, du coup, l'épisode vous aura plu. Je tiens à remercier les organisateurs du podcaston, du coup, pour l'événement et merci aussi à la créatrice et aux adhérents de l'association Les Clés de Vénus que j'ai présentée aujourd'hui. Et si cet épisode peut faire une chose aujourd'hui, j'aimerais que ce soit de vous rappeler qu'il existe des ressources et des personnes et des espaces où en fait votre vécu est pris au sérieux. Même si on n'en parle pas tout le temps, c'est quand même brique par brique qu'on construit les choses. Même si encore une fois, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est aussi pour ça que j'en parle aujourd'hui, hein, c'est pour que vous sachiez que ça existe. En attendant, le prochain épisode, je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt.